very fucking boring crap shirt you got on. Why do we call ourselves the Smiths? We call ourselves the Smiths because you decided we were called the Smiths. And I decided. Oh, shut up. I remember Alex from Blur sinking his teeth into my arse. And they wonder why there's no real rock and roll stars around. This is the shit you got us doing, fuckers. Are you really as funny as your music? Tell me. They're really funny. I have no sense of humor at all. They're really funny. I think you're rather funny. No, they'll tell you too. Don't sign to major at first, because you'll get swallowed up and forgotten about. Try and not be too ambitious. Salut et bienvenue dans Bande de Pop, le podcast où on parle musique comme on en parle entre potes, sans prise de tête, sans jargon, juste par passion. À chaque épisode, on plonge dans un album, un groupe, une époque, et bien sûr, dans nos souvenirs. Une petite précision avant de commencer, pour des raisons de droit, vous n'entendrez pas d'extraits musicaux. Mais on espère sincèrement que ça vous donnera envie d'aller découvrir ces morceaux par vous-même. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Chloé. Salut. Eric. Ouais, salut. Et Marquand. Bonjour. Pour ce premier épisode, en fait, on va évoquer un album qui sera Meat is Murder des Smiths. Un petit disque, voilà, qui a pas fait beaucoup parler de lui. Voilà. Et donc, pourquoi en fait on a choisi ce disque-là? Tout simplement pour vous raconter un petit peu les coulisses. On était un soir, on était à 4, réunis tous ensemble. On s'est dit, par quoi on va commencer? Donc, on a tous pris notre petit crayon, une petite feuille. On a dressé une petite liste de disques ou quoi, et on s'était dit. C'était hyper démocratique, hein, tout quand à même fait. le préciser. Tout à fait. Et on s'est dit, le ou les disques qui vont revenir le plus dans cette liste, eh ben, on va les choisir. On va le choisir en tout cas pour le premier épisode, et il se trouve que c'était ce Meat is Murder des Smiths, et donc c'était surtout un choix, voilà, fait par Chloé et Eric. Alors brièvement, voilà pourquoi Meat is Murder. Les gens pourraient se dire les Smiths, les gens pourraient penser tout de suite à The Queen is Dead, mais non, c'est Meat is Murder. Pourquoi très rapidement. Pourquoi Meat is Murder? Alors personnellement, c'est parce que c'est mon album préféré des Smiths. Je trouve que c'est le plus solide. Et c'est celui dont j'ai envie de parler quand on me parle des Smiths, tout simplement. Ah bon, moi je rejoins complètement Chloé. C'est vraiment pour moi c'est le meilleur album des Smiths, parce que véritablement, c'est l'album d'un virage, et un vrai virage musical, je trouve, entre le premier et le second, et qu'on retrouve peut-être, on le retrouve en tout cas dans les styles musicaux, mais en tout cas en termes d'impact, c'est vraiment l'album pour moi le plus marquant, déjà, sans faire de mauvais jeu de mots avec ton prénom, et d'un point de vue auditif et d'un point de vue visuel. Mais je pense qu'on va avoir largement l'occasion d'en reparler durant cette émission. J'allais dire, en effet, en termes de thématique et d'écriture, c'est aussi le plus particulier à mon sens. C'est vrai. Donc voilà, donc on va partir on va plonger dans l'univers des Smiths, et plus particulièrement donc de l'album Meat is Murder. Mais avant de commencer, voilà, parce que je suis bien informé, je crois savoir que Joe et Eric sont allés voir le Smith en chef il n'y a pas très longtemps. Ils l'ont rencontré chez lui à Manchester. Alors comment va-t-il, juste avant de commencer? Comment va Morrissey? Écoute, mieux, il avait l'air d'aller mieux qu'il y a 3-4 jours, hein, puisqu'a priori il a été hospitalisé, là, il a annulé son concert à Madrid. Nous on l'a trouvé un peu chafouin. Hein, on l'a trouvé un peu de mauvaise humeur. Alors, on sait pas si c'est le fait de revenir à Manchester qui le perturbait un petit peu. Voilà. Donc musicalement, c'était bien. Il chante super bien. Enfin voilà, je trouve que. Là, il y a rien à dire. Il chante. C'est juste incroyable. Enfin voilà. Après, pour ma part, il y a deux choses. Je trouve un groupe assez faiblard, en tout cas dans toutes les formations musicales qu'il a pu avoir. C'est certainement un des plus faibles. Et deuxièmement, peut-être une salle un peu trop grande. Voilà pour Morrissey, je trouve qu'il est jamais aussi bon quand on est dans un contexte un petit peu intimiste. 23 000 personnes, même pour nous. Où Pardon. C'était au Co-op, une nouvelle salle à Manchester, à côté de l'Emirates Stadium, le stade de Manchester City. D'ailleurs, il a fait une petite... L'Etihad, purée, l'Emirates, c'est Arsenal. Voilà, premier truc à couper. Donc, voilà, je pense que, même nous, c'était une expérience, c'est une première expérience, voir Morrissey avec 23 000 personnes autour, c'était assez déstabilisant. Donc, il manquait peut-être cette liesse qui fait que ces concerts-là, on garde un petit truc particulier. Je sais pas ce que t'en penses, Jo. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai un peu comparé, même si j'aime pas comparer des dates
précédentes de concerts de Morrissey, mais quand on l'a vu à Brighton, Eric aussi, j'avais l'impression d'être vraiment avec une population qui était véritablement fan de Morrissey, qui chantait les morceaux un peu comme des hymnes de stade. Et là, j'ai pas retrouvé cette sensation dans la salle. Du coup, ça m'a un peu refroidi, on va dire, après le 3e morceau, parce que la setlist n'était pas non plus, pour moi, l'une des meilleures setlists. Il a joué des morceaux qui sont à paraître sur un album qui paraîtra peut-être pas. Voilà. Ouais, je ressors du concert pas très conquis, mais en même temps très heureux de l'avoir revu. Voilà, c'est un personnage, quoi. Le Moz. Est-il toujours aussi costaud qu'il y a quelques années? Il a l'air d'avoir maigri, non? Un peu carré, le bonhomme. Ouais, enfin... En tout cas, il a enlevé son t-shirt sur le dernier morceau, comme toujours. Mais il faudrait peut-être plus qu'il enlève, en fait. Bon voilà, en tout cas, on a eu des nouvelles de Morrissey. Il va bien. Et donc, en tout cas, maintenant, on peut enchaîner sur Meat is Murder. Donc, en tout cas, voilà, un album sorti en 1985. Donc, voilà, en 1985, j'ai fait mes petites recherches, j'ai mis mes petites lunettes, j'ai enquêté. Et donc, j'ai vu qu'à ce moment-là, en tout cas en 1985, dans le paysage musical, on va dire mondial, en fait, j'ai l'impression que la planète entière, ses meilleurs moves en boîte de nuit sur des titres sur Take On Me de AA. Enfin, en tout cas, c'est les gros tubes de l'époque ou quoi. Mais en tout cas, voilà, dans la niche, on va dire, dans la niche alternative ou quoi, voilà, c'est quand même l'année où t'as les Cure qui frappent fort en sortant un grand disque qui est Down the Door. Down the Door, ouais. Il y a aussi New Order, et puis il y a aussi Jesus and Mary Chain sur Psycho Candy, c'est la même année, quoi, en fait. Et donc les Smiths, eux, ils arrivent, je crois que la date c'est février, en plein hiver 1985. Et donc voilà, les Smiths, dans tout ça, comment on peut les situer? Moi je trouve que justement ce qui est intéressant avec cet album, c'est qu'il se situe pas. C'est que c'est l'album du contresens total, en fait. Et en même temps, pas l'album du contresens, parce que t'as cité plein de trucs, genre AA, bon, sont norvégiens, peut-être pas anglais, donc ils vivent peut-être moins ce qui se passe en Angleterre, mais en tout cas des trucs assez festifs qui font danser, parce que The Down the Door a son petit... On sort un peu de la trilogie Face Pornography, 17 Seconds, on part sur quelque chose d'un peu plus ouvert. Et eux, ils ferment carrément les écoutilles, mais du coup, c'est vachement en adéquation avec le climat de l'époque, en fait, puisque, bon, comme tu disais, déjà, c'est un album d'hiver. Alors ça, je trouve que dans la prod, qui est confiée d'ailleurs à Stephen Street, c'est la première collaboration avec Stephen Street, la prod, c'est clairement un album d'hiver clinquant, enfin, hyper froid, hyper clinquant. Donc déjà, il y a cette idée-là. Il y a un contexte politique aussi thatchérien. Bon, Morrissey s'est jamais caché de détester Margaret Thatcher jusqu'à vouloir sa mort. Donc il y a le contexte thatchérien qui est là, il y a aussi la grève des mineurs qui tourne en émeute totale à cette époque-là. Enfin, on est vraiment au paroxysme de la violence, donc ce qui est un peu pas en adéquation avec cette idée musicale qu'on a de 85. Et en même temps, eux, ils prennent carrément ce pan-là en disant, bon bah voilà, puisqu'on vit dans un monde violent, en gros, c'est ça, l'idée de Meat is Murder, elle est un peu là, c'est puisqu'on vit dans un monde violent, bah on va vous faire un album super violent. Et derrière ces accents pop, parce que ça reste finalement quand même un album de pop-rock, c'est pas non plus, un album d'une violence musicale extrême, mais verbalement, et quand on y réfléchit bien, même musicalement, de par justement cette production très particulière, c'est un album hyper violent, quoi. Il y a quelque chose qui était aussi intéressant pour l'époque, c'est que la plupart des gros groupes de l'époque, on sentait qu'ils voulaient pas vraiment se salir les mains avec ce contexte politique, la grève des mineurs, des choses comme ça. Personne n'en parlait et ils se sont dit nous on va aller, comme tu dis, à contresens et on va proposer quelque chose qui va peut-être avoir de l'ampleur et qui va dénoncer des choses sociétales. Ouais, puis si je puis me permettre, ce qui est vachement intéressant aussi, je trouve, là-dedans, c'est que ça dénonce, mais sans être obligatoirement revendicatif, et c'est là tout le talent de Morrissey. Enfin, c'est d'arriver à parler à la troisième personne, c'est, tu vois, et de lancer des thématiques, mais garder une idée pop et populaire du truc, parce que à cette époque-là, t'as quand même des chanteurs, je veux dire, qui sont montés au créneau, genre Billy Bragg, enfin, tu vois, des gens très, mais qui eux se sont vus coller une grosse étiquette de révolutionnaire et qui sont restés finalement dans les limbes de la musique indépendante, un peu underground, enfin même si Billy Bragg il a eu son petit succès, mais ça n'a aucune commune mesure avec ce qui s'est passé en Angleterre avec les Smiths. Donc c'est quand même assez intelligent parce que
c'est violent et en même temps c'est bien inscrit dans son époque, quoi. Ouais, il n'y a pas ce côté criard revendicateur à crier sur la place publique ou autre. On est vraiment on reste dans de la poésie. Pourtant les thèmes abordés sont quand même pour l'époque, quoi, je veux dire, elles sont quand même assez costauds. Mais disons que les thématiques rejoignent toujours la dimension privée et le parcours social des individus, en fait. C'est ce que Morrissey parvient toujours à faire correctement, mais on pense au premier morceau, The Headmaster Ritual, qui parle clairement de la violence qui peut être subie à l'école, mais en fait, il le raconte du point de vue de l'individu. Et donc, forcément, c'est compliqué, je pense que c'est compliqué de le faire passer pour un révolutionnaire, alors que, en fait, c'est clairement c'est une histoire, quoi. Tout à fait. Et au sein du groupe en 85, au sein des Smiths, entre eux, entre les copains, tout ça, voilà, ça se passe bien. Là, ils sont au summum de leur succès. Les disques se vendent super bien. Il y a eu des singles qui ont hyper bien marché. Donc, on va dire que tout va très vite pour eux et que c'est pour ça qu'ils tentent quelque chose, parce qu'ils se disent que c'est le moment d'avoir un petit virage, je vais pas dire complètement politique, mais revendicateur sur certaines choses, notamment côté végétarien, quoi, on y reviendra, mais... Ouais. En tout cas, voilà, on n'a pas vraiment connu, parce qu'on n'était pas vraiment de ce monde à l'époque, quoi. On était soit pas du tout nés, ou en tout cas on était très très jeunes, quoi. Mais voilà, les Smiths, ils se sentaient comment au milieu de... il y avait les Cure, il y avait New Order, il y avait quand même toute cette scène, ils frappaient fort quand même avec des albums quand même assez... Eux, voilà, les Smiths, comment ils étaient par rapport à tout ça à l'époque? Les Smiths se sentaient très à part. Après, Morrissey se sentait très à part, parce que je pense qu'il y a aussi un truc à dire, c'est que c'est un peu... Cette période-là, c'est aussi un peu la période de bascule où Morrissey passe de chanteur des Smiths à pop star, à icône. Voilà, il y a vraiment un truc qui se passe. Je me demande si c'est pas un moment donné d'ailleurs où il se barre à Londres, il laisse les os à Manchester. Il s'écarte un peu finalement du groupe et il devient une icône, quoi. Il y a aussi le fait qu'à cette période-là, c'est l'époque où Bob Geldof lance le Band Aid, le fameux Band Aid là pour les enfants d'Éthiopie, machin, avec le concert de stade où il demande à tous les groupes. Alors il demande pas en effet aux Smiths, mais Morrissey en contrepartie lui dit ton truc c'est de la merde. Enfin voilà, on demande encore aux chômeurs d'acheter un disque. Tu vois, alors que finalement, en gros, Margaret Thatcher, elle pourrait régler ça en 10 secondes. Enfin tu vois, donc en fait il y a cette idée quand même. Mais ça, c'est purement calculé et volontaire, je pense, de la part de Morrissey, d'être en marge. C'est ça, et c'est ce qui fait peut-être que ça reste quand même dans l'imagerie collective un groupe très à part, quoi. Et à cette période-là, il pose les premiers jalons vraiment de son indépendance, entre guillemets. Et on parle même pas des frasques avec la presse qui se fait toujours un malin plaisir à reprendre et à accentuer ses déclarations. Et musicalement, c'est aussi l'album qui sort un peu du son de guitare claire qu'on connaissait avec les premiers morceaux des Smiths. Il y a du rockab, il y a de la guitare qui sonne crado, et en même temps, les Smiths en tant que groupe, c'est plus tard un groupe qui n'est ni tout à fait punk, ni tout à fait le premier chaînon de l'indie pop, mais voilà, c'est ce groupe qui est entre les deux et qu'on aime tous beaucoup. Et du coup, voilà, on sent que les Smiths, le groupe est beaucoup construit sur le personnage central qui est Morrissey. C'est quand même une personne déjà assez clivante, qui est clivante aujourd'hui, clivante à l'époque déjà. Justement, à l'époque, les gens avaient quelle vision un petit peu de cette figure qui est Morrissey ? Je pense que Morrissey, à l'époque, il se crée sa fanbase. Enfin, vraiment. Après, je pense que nous, on a du mal à jauger ce qui s'est passé en anglais. Je pense que ça a quand même été un vrai phénomène de masse, peut-être plus qu'on ne l'imagine en France, parce que l'impact des Smiths en France, il a tellement été faible. Faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que déjà, ils ont quasiment jamais tourné en France. Donc, on est en 85. Il n'y a pas Internet. Voilà. Donc, je veux dire
le vecteur musical circule peut-être moins facilement. Les un-rock n'existent pas encore. Enfin, faut aussi recontextualiser les choses. Donc en termes de presse, je pense que rock and folk ou best, les Smiths, c'est pas du tout leur tasse de thé. Enfin, donc du coup, la France passe complètement à côté de ce phénomène. Ce qu'il faut voir, c'est que en Angleterre, il ne faut pas minimiser l'importance des Smiths. Enfin, je veux dire, je crois que sur cette année 85 de mémoire, ils classent 5,45 tours, enfin, dans les 20 premiers, sur les lecteurs de NME. Enfin voilà, avec je crois que c'est What Difference Does It Make qui est premier. Enfin, t'as Even Knows qui est deuxième. Enfin voilà, donc il y a un vrai impact qui dépasse presque l'indie pop, quoi. Ce qui est quand même assez hallucinant. Enfin. Chose qu'en France on aurait du mal à imaginer. Et c'est pas aussi le groupe qui est un peu sous Geoff Trade? Ah si, complètement, ouais, tout à fait. J'ai pas lu assez là-dessus. Mais... Ouais, Geoff Travis leur doit quasiment tout, c'est vraiment un coup de bol entre guillemets, enfin vraiment... c'est toujours l'histoire où on raconte de Tony Wilson, son plus gros regret, ça a été de ne pas signer les Smiths, et Geoff Travis, c'est la plus belle chose qui lui soit arrivée dans la vie, ouais, clairement. Ouais. En tout cas, voilà, on en a parlé un petit peu brièvement, voilà, de ce que... un petit peu de ce que raconte ce disque. Voilà, ça revient beaucoup dans les critiques de l'époque. J'ai été rechercher un petit peu aussi les chroniques de l'époque, ce que les chroniqueurs pensaient de ce disque ou quoi. Voilà, il y avait vraiment, ils soulignaient vraiment le côté, on va dire, il y a beaucoup de références à l'enfance. Enfin, les enfants un petit peu maltraités dans les écoles, même chez eux. Voilà quoi, il y a ça qui ressort beaucoup. Il y a quoi d'autre un petit peu la violence. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire grandir à l'époque de l'Angleterre tchétchérienne et jusqu'à la mort même, parce que t'as quand même deux morceaux qui parlent clairement de suicide, notamment Nowhere Fast, qui est un morceau incroyable parce qu'il est hyper enjoué et tout, mais qui est d'une noirceur totale. Enfin, c'est vraiment mais c'est ce qui fait la particularité de cet album là, c'est que souvent, enfin voilà, les chansons elles sont quand même je les trouve personnellement, je veux dire au niveau de la musique enjouées, mais derrière les paroles attention quoi, je veux dire c'est quand même assez il y va quoi. Donc en tout cas voilà, c'est vrai que sur ces disques, la manière dont on voulait aborder les disques, on voulait pas le faire de manière trop encyclopédique quoi, mais on voulait quand même, pour pas y aller en total mode YOLO, on voulait aussi poser un contexte, donc en fait c'est ce qu'on vient de faire, et donc après nous on voulait surtout s'attacher, c'est à la manière dont on a vécu en fait avec ces disques, comment on est tombé sur ces disques, comment on les a aimés, comment on a vécu ensemble ou quoi. Alors la question elle est simple, c'est que Meat is Murder, je vous pose la question, comment vous êtes tombé sur ce disque, comment vous êtes tombé sur les Smiths Moi je suis tombé dessus un peu, je vais pas dire par hasard, mais quand j'étais plus jeune et ado, j'écoutais pas du tout d'indie pop, j'étais plus branché rap français et hip hop US, et c'est à la fin du lycée en terminale où c'est là où on avait des baladeurs MP3 et où on pouvait se faire des échanges de fichiers MP3, où j'ai des amis qui écoutaient un peu plus de punk et des choses comme ça qui m'ont glissé dans une espèce de playlist de vidéos de skate, des morceaux des Cure, et j'avais creusé un peu les Cure, et c'est en creusant les Cure par le biais d'internet où je commençais à avoir un abonnement internet à la maison. C'était en 2005-2006. Il y a le nom des Smiths qui apparaissait un peu dans mes recherches, mais pour moi c'était encore trop enfoui, et je sais pas, quelque part je me disais que j'étais pas légitime pour creuser ce sujet, c'était trop pointu vu que mes potes m'en parlaient pas, donc je faisais pas attention à ça, et c'est en arrivant à la fac, donc j'ai fait une fac d'art plastique. J'avais un prof de peinture que j'avais ajouté sur Facebook, et je le savais très très fan des Cure, et je sais pas, un jour il a posté un morceau des Smiths via YouTube sur son compte Facebook, et c'est là vraiment où j'ai cliqué sur play, et je ne sais plus c'est quel morceau des Smiths, c'est là où vraiment j'ai découvert les Smiths quoi, et il y a quelque chose qui est venu à moi de par l'image, c'était un live je crois, de voir Morrissey sur scène juste avec des fleurs, ça me, je sais pas, il y a eu quelque chose dans mon cerveau qui s'est passé, et c'est là où je me suis dit, j'ai commencé à creuser, et c'est là aussi où j'ai commencé à faire des concerts dans des salles du Nord, et c'est là où j'ai rencontré Eric.
Et c'est aussi par le biais de ces concerts que j'ai ajouté Eric sur Facebook, et c'est là aussi où j'ai vu, où là ça m'a ouvert un éventail de possibilités musicales que je ne connaissais pas du tout, et c'est aussi parce que Eric avait beaucoup de photos de profil des Smiths. Ah bon? Voilà, un peu mon passif, mais sinon après je suis pas vraiment venu par un album complet, quoi. C'était des morceaux par-ci par-là, donc sur YouTube, sur Emule ou des choses comme ça. En tout cas, quand on a fait la liste des albums qu'on voulait traiter dans le cadre du podcast, il était pas dedans. Par contre, il était dans la liste de Chloé et d'Eric. Chloé, par exemple, Oui. toi. Raconte-nous un petit peu ton... Moi, il faut savoir que j'ai choisi Meat is Murder parce que juste d'un point de vue d'esthète, a posteriori, après m'être attachée aux Smiths, je pense que Meat is Murder est leur meilleur album. Mais c'est pas non plus l'album qui m'a fait rentrer dans les Smiths. Je pense que les souvenirs sont un peu flous, mais on va dire que j'ai commencé à écouter de la musique par moi-même quand j'avais à peu près 10, 11, 12 ans, un truc du genre. Et je sais pas, mes parents écoutaient beaucoup des compiles des rock, des trucs dans ce genre-là, donc... En fait, disons que j'ai adopté une culture indie assez jeune parce que mes parents écoutaient ça. Et je pense que quand j'avais 11-12 ans, j'ai posé des questions à mes parents, leur demandant mais d'où vous vient cette appétence pour ce style de musique. et donc on a écouté les Smiths ensemble. Et je me souviens que c'est le morceau Cemetery Gates sur The Queen is Dead qui m'a fait quelque chose profondément au cœur. Je me suis dit, mais comment c'est possible de faire une chanson aussi joyeuse avec des paroles aussi tristes? Ça m'a donné vraiment... ça m'a donné vraiment l'impression... Enfin, en tout cas, une imagerie mentale de quelqu'un qui se promènerait dans un cimetière avec des fleurs à la main et qui danserait entre les tombes. Et c'était une... Enfin, c'était la... Oui, ça m'a attirée parce que c'était la préadolescence. Mes parents ensuite se sont séparés. Ça a été une période un peu compliquée pour moi. Je pense que j'ai fait une petite dépression adolescente. Et donc, forcément, en fait, la musique des Smiths me paraissait assez libératrice dans la manière de traiter des sujets comme la dépression. Enfin, en fait... Pour moi, Morrissey a réussi à mettre des mots et de la beauté dans des choses absolument tragiques. Et je sais que ça m'a beaucoup aidée en tant qu'adolescente à cette période de ma vie, quoi. Et ensuite, j'ai écouté ça de manière très régulière jusqu'à au moins mes 18 ans, je pense. Et donc, après avoir tout écouté, je peux dire que, à mon sens, Meat is Murder est le meilleur album des Smiths. Et toi, Marquand, c'est quoi ton... Alors moi, non, mais moi c'est vraiment par... les Smiths et moi, on peut pas dire que c'est une hyper grande histoire. J'aime beaucoup les Smiths, mais voilà, avec le groupe, je partage pas une histoire. J'ai pas eu comme vous de choc très jeune ou quoi. D'ailleurs, à l'épreuve, tout à l'heure, t'en parlais un petit peu, Eric, c'est que dans la presse, même dans les années 90, je disais pas mal la presse musicale ou quoi. Bon, on n'avait pas beaucoup de presse par chez nous, là, dans la province. En province ou quoi, c'était rock'n'folk quoi, mais dans ce genre de magazine, même dans les années 90, c'était jamais question des Smiths, quoi, en fait. Moi, la première fois que j'ai entendu une chanson des Smiths, c'est dans un documentaire sur un autre groupe de Manchester, que je vais pas nommer parce que tout le monde le déteste, ce groupe. Voilà. Exactement. Et c'est la première fois où j'entendais un morceau des Smiths, où je voyais une image des Smiths ou quoi. C'était The Boy with the Sun in His Side. C'était un extrait de cette chanson-là, très bref, quoi, en fait. Et après, évidemment, à travers les lectures, à travers ce qu'on écoute ou quoi, on se rend compte qu'il s'agit d'un groupe extrêmement important, quoi. Voilà, pour toute déjà la musique pour même en ces général, musiciens que t'aimes, quoi. Ouais, voilà, mais clairement, il y a dans les gens que j'écoutais, clairement, même si leur musique n'a pas grand chose à voir finalement, quoi, en fait. Par exemple, là on parlait du groupe Oasis ou quoi, mais voilà, t'avais Noel Gallagher qui citait Johnny Marr, pour lui c'est un dieu et tout et compagnie, quoi, même si leur musique se ressemble pas du tout. Donc en fait, et après plein d'autres groupes qu'on a amené à écouter, parle des Smiths, tout ça, des gens qu'on côtoie, des gens qu'on a amené à croiser, Eric, Joe, maintenant toi. et donc voilà, et donc les Smiths c'est vraiment quelque chose que moi je me suis mis à écouter, on va dire, pour ma culture personnelle, voilà.
sur le tard et tout en appréciant, hein. Et puis même si je dois dire que j'ai beaucoup plus écouté Morrissey en solo, c'est bizarre, que les Smiths. Je me souviens d'un été où j'ai saoulé tout le monde avec Morrissey en solo. C'était une catastrophe. Du coup, je peux plus le mettre chez moi, c'est terminé. Mais donc voilà, un groupe voilà que clairement que j'aime beaucoup. Mais moi, j'ai pas un vécu, voilà, on va dire transcendant avec les Smiths. Mais par contre, Eric a un vécu transcendant avec les Smiths. Bah oui, moi je suis un petit peu plus vieux que vous, hein, privilège de l'âge. Donc en fait, pour faire la version courte, moi j'ai découvert en fait les Smiths via une émission de radio qui était consacrée en fait à Robert Smith. L'autre Smith, c'est marrant d'ailleurs, tu vois, ça fait 2 personnes où il y a eu un rapport Cure-Smith qui est pas si évident que ça finalement. Et où donc il y avait une carte blanche qui était donnée à Robert Smith, et donc il a choisi un morceau des Smiths alors que Robert Smith qu'il déteste Morrissey viscéralement, et mais en tout cas il mettait vraiment sur un piédestal Johnny Marr comme étant un génie absolu en termes de compositeur, de guitariste, voilà. Et donc c'est The Boy with the Sound in His Side qui a été pour moi, donc c'était en 1987, hein, Robert Smith était en France pour la tournée Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Et ça a été vraiment un choc émotionnel, mais au sens propre du terme, enfin vraiment quelque chose qui t'habite, enfin un truc qui te prend, là, enfin tu vois, où les 3 poils que j'ai sur le corps se sont dressés, vraiment. Et ça m'a vraiment touché. J'étais adolescent moi à cet âge-là, donc je pense également que quelque part, mais il y a eu ce sentiment, cette immédiateté, cette appropriation vraiment culturelle qui a été complètement directe, et donc j'ai couru à la Fnac de Lille, qui était déjà là à l'époque, quelques jours plus tard, en disant voilà, j'ai découvert un truc, c'est fantastique, ça s'appelle les Smiths, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un disque? Et donc mon introduction a été également faite, mais je pense comme énormément de gens, hein, par The Queen is Dead. Qui de prime abord forcément est un chef-d'œuvre, mais ça je pense qu'on peut pas enlever. Mais après on pourra peut-être en parler de ça. Pourquoi est-ce que Meat is Murder est notre album préféré, en fait. Mais c'est vraiment, mais sincèrement, hein, c'est après un cheminement, un parcours du combattant, vraiment un chemin de croix pour déterminer quel est le meilleur album des Smiths, parce que finalement il y en a pas tant que ça si je mets les compilations à part. Bon voilà, on a 4 albums, mais qui ont tous une identité vraiment extrêmement forte, un style presque différent, et finalement tous leur moment de grâce, quoi, enfin fondamentalement. Mais donc voilà, bon, là, voilà pour comment j'ai découvert les Smiths. Après ils se sont séparés donc en 87, donc j'ai pas connu les Smiths de leur vivant entre guillemets, mais j'ai suivi ensuite toute la carrière de Morrissey, en solo, avec toutes les frasques en effet qui ont suivi. Voilà un petit peu comment j'ai découvert. Ok, et puis après, du coup, à partir de là, est-ce que. Voilà, souvent on parle du FC procuration, tu sais, les trucs qu'on vit a posteriori ou quoi. Du coup, après, t'as longtemps vécu, j'imagine, avec. Voilà, en écoutant, voilà, ce que les Smiths avaient sorti. Donc, t'as vécu une période un peu dorée, avec le Morrissey solo, et puis un petit peu. C'est ça, exactement. Mais bon, Smiths, je crois que je vis encore avec. C'est des albums que je mets plus, sincèrement, ou quasi plus sur la platine, parce que de toute façon, je les ai tellement usés, mais ils sont en moi. En fait, c'est à un moment donné, je pense que, enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, je dois avoir une dizaine de disques, pas plus, mais que j'ai en moi, quoi. Et que j'ai pas besoin de les écouter. Voilà, ils sont là, quoi, tu vois. Et dans les disques, je peux mettre les 4 albums des Smiths, quoi. mais ils sont viscéralement ancrés, ils le seront pour la vie, et ils seront le jour où je mourrai également. Et tu te souviens du coup, voilà, je suis pas fort en maths, tout ça, niveau des dates et compagnie, donc t'avais quel âge du coup 13 ans. 13 ans. Et du coup, en tant qu'ado de 13 ans, voilà, on écoute les Smiths. J'imagine que, enfin, je sais pas, peut-être vous étiez pas beaucoup écouté les Smiths à cet âge-là, à 13 ans, quoi. Non, mais alors, comment tu te souviens un petit peu de l'adolescence? Ouais, mais j'ai très vite rencontré. J'ai une espèce d'alignement des planètes, parce que j'ai très vite rencontré moi des gens de mon âge qui avaient les mêmes affinités musicales. On avait eu la chance aussi d'avoir un lieu
et c'est quand même peu courant dans le Nord où on avait quand même ce qu'on peut appeler une boîte de nuit. Non, mais sincèrement, qui s'appelait le Manchester et ça ne s'invente pas. Oui. Voilà, et qui était à Los Angeles, qu'on appelait la planète du son. Hein. Non, c'est pas vrai. Bah si, Los Angeles, c'était la planète du son pour nous. Et donc du coup, on a très vite eu un lieu très jeune où on pouvait rencontrer des gens. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul sur cette terre, quoi, qui écoutaient la même chose que nous, dont mon papa. Dont ton papa. Voilà. Qu'on salue, s'il nous Bonjour, écoutera. Et donc du coup, voilà, je pense qu'il y avait quand même cette, voilà, il y avait ce truc-là, cette culture commune, même si on n'était pas 2500, on arrivait à la faire. T'as dit culture commune, et c'est quand même le nom de la salle de spectacle conventionnée à Los Angeles maintenant. C'est pas vrai. Si, ah bah écoute, incroyable. Ah, je ne le savais pas parce que c'est juste fantastique. Et voilà, je pense que ça c'est vraiment quelque chose de quand même à remarquer. Je sais pas si c'est typique du Nord, voilà. Le fait d'être près de l'Angleterre, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y a quand même eu des gens. Il y avait voilà les patrons du Manchester. Enfin voilà, il y a eu cette culture commune, ouais, ce truc qui se montait et où on pouvait se reconnaître entre fans des Smiths, quoi. C'était beau. Et je sais pas, à l'époque, qu'est-ce qui Chloé, Joe aussi, on pouvait voilà, qu'est-ce qui fait la différence entre c'est toujours ce que je me demande, hein, pourquoi on préfère, on sait, il y a eu pas une guéguerre, mais en fait il y a eu les Smiths, les Cure, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on préfère à l'époque, bien même après, ouais, qu'est-ce qui fait qu'on préfère les Smiths aux Cure? C'est quoi le look, déjà, la principale différence, quoi. Moi, le look est plus facile à porter. C'est clair. Moi perso, je dirais juste que ça a été simple pour moi d'écouter. Je vais dire, ça a été simple pour moi d'écouter tous les albums des Smiths, déjà parce qu'il n'y en a que 4. Et ensuite, en fait, en effet, chaque album a une identité particulière chez les Smiths, mais il y a quand même genre un son Smith qui bouge pas tant que ça de disque en disque. Enfin, plutôt pas tant un son, mais une écriture. Là où les Cure, en fait, comme c'est un groupe avec une discographie qui s'étend sur vachement plus d'années, en fait, on la sent plus passer, la différence d'écriture, la différence d'époque. Moi, du coup, je dirais que mon père était fan des Cure aussi, il l'est toujours d'ailleurs, mais j'ai pris plus de temps. En fait, genre, je me suis vite approprié les tubes des Cure de manière simple, parce que c'est genre de la pop. Parce que les Cure, c'est quand même plus tubesque, entre guillemets. Enfin, voilà, ça dépend. Ouais, mais il y a quand même des chansons qui aujourd'hui, on peut les entendre. Voilà, on va pas entendre une chanson des Smiths. Tu veux dire en termes d'héritage, ouais. Ouais, voilà, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi, en fait. Ouais. Après, et en même temps, tu regardes le début de la discographie des Cure, il y a aucun tube. Enfin, carrément. Ouais. Tu peux pas aborder la première trilogie avec des singles. Mais là, par exemple, on parlait de l'année 85, l'année où Meat Is Murder sort, The Cure, c'est The End on the Door. Enfin, eux, ils sortent quand même In Between Days. Enfin, c'est quand même une chanson qui aujourd'hui est passée dans dans le truc, quoi. Si je puis me permettre, là, je reviens. Mais je dis pas que c'est mieux, hein. Non, c'est pas une question. Là, il n'y a pas une question de goût. Je pense que c'est factuel et en mettant les choses dans leur contexte, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une question de diffusion. Voilà, les Smiths, je disais, n'ont jamais passé la Manche, quoi, ou quasiment peu. Ils ont fait un concert à l'Eldorado en 84. Pour en reparler finalement de Meat Is Murder, c'est leur seule expérience française, c'est un concert à Paris à la fin des années 80. Enfin, tu vois, je veux dire, Cure, ils ont pas du tout, très vite, ils ont pas du tout été dans cette démarche. Enfin, ils ont été quand même soutenus par une maison de disques qui les a vendus, qui les a promenés à droite, à gauche, en haut, en bas. Enfin, je veux dire, on était dans une démarche commerciale différente. Enfin, après, ils ont la force de Cure aussi. Enfin, en termes de notoriété, c'est d'avoir pris ce virage commercial, en effet, par rapport à la première trilogie qui est peut-être moins, et démocratiser un petit peu leur musique sans perdre trop leur base fan, quoi. Les Smiths, je pense qu'ils n'étaient pas obligatoirement dans cet esprit-là. Enfin, voilà, c'est juste deux groupes qui n'ont pas la même histoire, en fait. C'est peut-être pour ça que... Et du coup, ça vous touche plus, en fait, ce côté, on va dire, un moi, peu plus... perso, mais... Ouais.
Ouais, moi je rejoins plus romantique. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, en même temps, c'est romantique, mais en même temps, il y a un romantisme qui est un peu hors convention sur certains textes. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Morrissey a le don d'écriture pour sortir un peu hors des sentiers battus. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et aussi pour un autre aspect qui me plaît chez les Smiths, si on compare au Cure par exemple. C'est l'esthétique en fait, tout l'image, moi ça me touche beaucoup, tout ce qui est image, et donc c'est que Morrissey était très attaché à créer de A à Z les pochettes, aussi bien la photo choisie, les couleurs, la typographie. Dès que j'ai découvert les pochettes, j'ai cherché le nom des typos exacts à chaque fois sur chaque pochette pour savoir pourquoi il avait choisi ça. Pourquoi il y avait telle ou telle personne sur telle pochette, et c'est quelque chose d'hyper intéressant en fait. Il sème des petits indices à chaque fois dans chaque produit. À la fois c'est des produits commerciaux, mais en même temps il y a quelque chose à creuser, notamment au niveau des films, des personnages qui sont montrés dans le commun des mortels par hasard, et c'est ça qui me plaisait chez les Smiths aussi, notamment après le son quoi. Alors du coup Joe, tu fais super bien là de parler d'esthétique, parce que justement vous voulez évoquer la pochette quand même, parce que c'est bien une pochette, on va dire iconique, on va dire quand même, quand on peut dire que c'est quand même celle de Meat is Murder. Alors qui pourrait nous parler de cette magnifique pochette quoi, et en tout cas qui a beaucoup fait parler aussi à l'époque. Juste pour peut-être représenter le contexte, la pochette est tirée d'un film reportage en fait de Émile de Antonio de 1968 qui s'appelle The Year of the Pig, l'année du cochon, en fait, qui reprend les origines de la guerre du Vietnam. Donc voilà, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, l'idée de la violence, en fait, on la capte dès le fait de prendre l'objet en main. Enfin, voilà, déjà la violence, tu la ressens. Bon voilà, donc elle représente donc en effet un soldat, un GI américain avec sa radio dans le dos et une inscription sur son casque qui est Meat is Murder, qui est le titre de cet album. Et en fait, de base c'était Make War Not Love. Voilà, Make War Not Love qui était l'idée. Voilà. Donc voilà, on est vraiment dans l'idée de quelque chose de particulièrement violent. Et il y avait un truc aussi qui était assez intéressant, c'est que en vinyle, elle est sortie la photo est quadruplée en fait, et Morrissey expliquait dans une interview que c'était justement pour démultiplier cet effet de violence. Voilà. Alors que sur le CD, du coup on n'en a qu'une, mais voilà. Donc je pense en fait on a toute cette idée, c'est le côté délibéré de la démarche, en fait il est accessible directement visuellement. Et par rapport à ce que Joe disait très justement, où il y avait un choix notamment aussi dans les couleurs à chaque fois, là par contre c'est du noir et blanc, donc je pense qu'on est... C'est pas du noir et blanc. Enfin, on est sur argenté, un noir assez chaud qui tire vers les marrons justement. Mais je pense que l'absence de couleur a un sens aussi par rapport à ce disque qui est un disque d'hiver, et le blanc prédomine quand même. Et je pense que c'est pas innocent non plus. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est plutôt un disque d'hiver plutôt qu'un disque de printemps ou d'été? Pourquoi l'hiver? On le sent en fait. Ouais, en termes de prod, c'est clinique quoi. Sur Meat is Murder, notamment le morceau titre, il me semble avoir lu qu'il y avait une vraie volonté de comme c'est une chanson qui parle de comment est-ce qu'on met à mort des animaux pour les manger, il y avait une volonté de faire exister l'ambiance d'un abattoir par le son quoi. Et donc à mon sens, l'ambiance sonore sur le morceau titre ressemble à rien d'autre de ce que tu pourras entendre sur n'importe quel autre disque des Smiths quoi, ou sur n'importe quel autre morceau en fait. Très bien. Justement, on parle de titre. Moi, je trouve pas. Vas-y, Eric. Il n'y a aucune chaleur dans ce disque et il n'y a aucune rondeur surtout. Ouais, c'est vrai. Et même sur les morceaux calmes, tu prends That Joke Isn't Funny Anymore ou Well I Wonder, qui se veulent être entre guillemets des ballades pop, elles sont violentes. Enfin, je veux dire, la batterie sur That Joke au début, là, ça pète, ça claque en fait. Et en fait, il n'y a pas de répit, je trouve, dans ce disque. Il n'y a pas un moment où tu souffles. Enfin, il y a une espèce de tension permanente, une espèce de froideur permanente, qui fait que pour moi, cet album est un vrai album d'hiver. Ouais.
justement, on parle de titres. Voilà, quels sont, enfin, pour vous, c'était quoi les titres, on va dire, déclics, on va dire, qui vous ont fait, flasher sur cet album en particulier. Et puis, parce que le but, c'est aussi de faire découvrir aussi peut-être cet album aux personnes qui nous écoutent et qui l'ont peut-être jamais écouté, ou bien peut-être qui l'ont écouté qu'une fois et qui voudraient peut-être s'y replonger ou quoi. Voilà, aussi les titres, voilà, qui pourraient donner envie aux gens. Les bangers. Voilà, les bangers, comme tu dis, tout à fait. Moi j'ai un enchaînement de 3 morceaux que j'aime beaucoup, justement. Eric en parlait un peu au niveau du tempo, où il n'y a pas vraiment de répit. C'est l'enchaînement désolé pour mon accent anglais, c'est I Want the One I Can Have, What She Said et That Joke Isn't Funny Anymore. Pour moi, les 3 s'enchaînent super bien. Et après, on a le Well I Wonder, qui est une ballade et qui crée quand même une sorte de rupture. On est sur l'antépénultième morceau, c'est ça on dit? C'est ça, c'est le mot compliqué. T'as réussi à le placer. Et du coup, moi, les 3 là, en fait, ça me fond encore plus dans l'album. Je m'y suis replongé parce que c'est pas l'album que je préfère des Smiths, et là, pour le coup, pour préparer l'épisode, je me suis replongé à fond dedans. Je l'ai écouté. Et maintenant, c'est ton album préféré? Dis-le-nous. Non, toujours pas. Et c'est quoi ton album préféré, C'est le dernier. C'est pas Joyce pour beaucoup de gens. Je le trouve beaucoup plus fini et encore plus expérimental. Donc ouais, c'est ces 3 morceaux là qui vraiment, où les thèmes aussi, c'est aussi mon côté romantique qui parle. C'est que I Want the One I Can Have, c'est un amour non réciproque. Moi quand j'ai découvert ça j'avais l'impression que quelqu'un mettait des mots sur ce que je pouvais ressentir. C'est des choses qui m'ont beaucoup touché, et du coup c'est aussi pour ça que les Smiths ont une place très, très importante pour moi. Et Chloé, alors pour toi, c'est quoi les bangers? Les bangers sur Mrs. Murder. Je sais pas, j'aime vraiment tous les morceaux. Moi, je sais que la première fois que j'ai entendu What She Said, je me suis dit, mais ça parle de moi, ce morceau. et du coup, je me suis vraiment identifiée à ce morceau la première fois que je l'ai écouté, parce que je me souviens plus exactement des paroles, mais c'est un morceau sur le fait d'être un peu mort à l'intérieur et d'en parler de manière... Mais ensuite, j'ai découvert que une des interprétations possibles de ce morceau, c'est que ce serait un alter ego féminin de Morrissey. Et en fait, moi, forcément, la première fois que j'entends ce morceau, je me dis juste, il parle d'une copine à lui qu'il a rencontrée, qui est un peu dépressive. Et en fait, non, ce serait un alter ego féminin de Morrissey. Qu'est-ce qui permet une telle interprétation ? Il me semble qu'il y a un moment où il dit il a fallu ce garçon de Birkenhead pour vraiment lui ouvrir les yeux. Et ce garçon, c'est Johnny Marr, en fait. Et en fait, je sais pas, c'est aussi... Peut-être que on peut dire que en grandissant, j'ai appris aussi à réécouter l'album avec des yeux plus matures et des yeux moins... Je sais pas, peut-être moins affectés par les premières écoutes et par l'attachement que je pouvais avoir envers les Smiths. Et donc c'est aussi pour ça que là, comme ça, j'ai un peu du mal à choisir des morceaux qui me... Aussi parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est un peu l'album de la maturité, et donc a posteriori je peux dire que c'est mon album préféré, mais je sais pas si... T'as du mal à choisir, mais quelle chanson tu pourrais penser à quelqu'un, tu sais, qui voudrait pour rentrer dedans, quoi, pour rentrer dans le disque? Moi j'adore Nowhere Fast, qui est vraiment un super morceau, qui est super drôle, je trouve. Et qui est super catchy. Je sais pas comment on dit Rusholm Ruffians, qui est super avec la ligne de basse de Mary's the Name of His Latest Flame de Elvis, que je trouve aussi trop absurde avec du coup cette chanson qui est pareille du début jusqu'à la fin avec la même ligne de basse, mais comme Barbarism Begins at Home. Il y a pas mal de morceaux ultra répétitifs en fait sur cet album, et peut-être que c'est ce qui explique ensuite ma transition vers des trucs comme Stereolab et des groupes de pop super inspirés par le Kraut et qui sont ultra répétitifs, mais vraiment du coup c'est pour ça que je peux dire qu'à posteriori c'est... Excusez-moi, ma pensée est un peu floue, mais... T'inquiète, tout va bien.
Mais en fait, je pense que c'est un truc que j'aime bien avec Mrs. Murder, c'est ces morceaux ultra répétitifs qui tournent presque à l'absurde. Et je trouve ça rigolo. Voilà. Juste avant de passer la parole à Eric, c'est vrai que moi j'ai une approche plutôt directe de la musique. Moi j'aime bien quand ça s'enclenche tout de suite, quand ça rentre tout de suite dans le... Donc forcément moi je vais titrer, excusez aussi pour mon anglais, hein, mais The Master Ritual, enfin pour moi c'est quelque chose qui... T'as parlé de Nowhere Fast c'est quelque chose, une chanson qui rentre direct quoi en fait. Well I Wonder, moi aussi ce genre de choses quoi en fait. Vraiment les titres, on va dire Barbarisme, Begins at Home, enfin la chanson, c'est violent, mais voilà, le rythme est assez pop aussi, quoi, en fait. Et donc voilà, toi, Eric, ce serait compliqué de dire. De toute façon, vous avez déjà cité tous les morceaux, donc quelque part, je pense que tout le monde a compris que tous les morceaux ont leur particularité, sont géniaux, mais je crois que, si je vais en citer 2-3 comme ça, vraiment, sans trop y penser... Je trouve que The Headmaster Ritual, c'est une entrée incroyable. C'est le morceau qui accroche direct, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas d'introduction dans ce morceau. On rentre directement dans le vif du sujet. Et ça, je trouve ça hyper balèze, en fait. C'est-à-dire que 5 secondes de l'album, on est déjà dans l'album. Enfin, voilà. Et ça, je trouve ça assez fort. Donc, je pense que c'est quand même... Pour moi, c'est un morceau hyper puissant. Nowhere Fast pour moi en fait c'est les deux morceaux des deux débuts de face hein. Enfin je trouve ce morceau aussi hyper accrocheur comme tu disais, pince sans rire, enfin vraiment, enfin il y a toute la finesse de l'écriture de Morrissey, ce côté glauque et drôle en même temps, enfin tout est réuni, exact, et dans un morceau hyper court, enfin voilà, comme quoi il n'y a pas besoin de faire de morceaux de 20 minutes pour faire passer un message et le faire hyper bien. Et bon, je pourrais tous les citer, mais après, si vraiment musicalement, un morceau qui m'a toujours vraiment plu, je pense que c'est I Want the One I Can't Have, surtout pour la guitare de Johnny Marr. Je vous invite à l'écouter, elle est complètement indépendante. Il fait 50 000 trucs différents dans le même morceau. Il arrête de jouer, des morceaux il ne joue plus pendant 5-6 secondes et il reprend. Enfin, c'est complètement libre, indépendant et en même temps d'une cohérence absolument hallucinante. Et enfin, c'est là qu'on voit que sur ce morceau, je sens le génie du type en fait, vraiment. Après, voilà, les autres de toute façon sont incontournables. Voilà, mais. Ouais, et j'allais dire, on n'a pas assez parlé de The Joke Isn't Funny Anymore. Oui, c'est vrai. Parlons-en. Qui est, je trouve, un morceau vraiment mal aimé, alors que. Moi, alors ça m'a pris du temps peut-être quand même pour que ça clique dans ma tête. Mais je me dis, mais est-ce qu'on a déjà écrit un aussi beau morceau sur le fait qu'en fait, peut-être que tu vas rire de ton voisin un jour et en fait. Dans 2 ans, il va t'arriver la même chose et tu vas beaucoup moins rire, petit salopion. Carrément. Et pourtant, le morceau est aussi très répétitif. C'est peut-être une balade moins mélodramatique que Well I Wonder, par exemple. Je trouve que c'est moins direct qu'un Well I Wonder. Et pourtant, je trouve que c'est un morceau qui retranscrit bien... une espèce d'errance voilà, mais alors que je trouve que c'est pas un morceau qui est très souvent cité non, et pourtant qui est sorti en single, oui, c'est vrai. Et ça c'est quand même assez dingue aussi, enfin, si on prend un peu l'idée de ce côté indépendant des Smiths, quel groupe aurait sorti ce morceau en single quand t'as en effet Nowhere Fast potentiellement ou même Barbarism qui est sorti mais sans être vraiment sorti, mais ça c'est notre débat, mais enfin voilà, mais ou The Headmaster Ritual qui aurait pu faire un single officiel à un moment donné et baf. Le contre-pied mauricéen encore une fois dans toute sa splendeur. En tout cas, c'est un disque que vous connaissez par cœur. Moi, je connais un peu moins. Vous le connaissez par cœur. Est-ce que vous considérez que c'est un disque dans lequel il est facile d'entrer quelque part pour quelqu'un qui serait complètement un peu extérieur, qui nous écoute, qui se dit tiens, j'ai quand même écouté ce disque-là. Ils en disent carrément du bien. Je vais aller voir ce que c'est, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein de gens qui connaissent évidemment, quoi. Déjà pour le nom Mrs. Murder, ça peut être une porte d'entrée, parce qu'on n'en a pas assez parlé, mais j'aimerais avoir votre avis sur le morceau Mrs. Murder. Est-ce que quand vous l'avez découvert, est-ce que ça vous a fait prendre conscience de la maltraitance animale ou pas du tout ? Ça a fait prendre conscience. Alors moi personnellement non. Mais moi j'ai beaucoup de gens de ma génération, que je côtoie encore d'ailleurs, qui sont végétariens. Après avoir écouté Mrs. Murder. Non mais il y a quand même un impact, il y a eu un impact réel de ce morceau, je pense, sur une génération.
La question précisément. Bon, en fait, moi, Marquand parlait de porte d'entrée pour des gens qui veulent découvrir l'album. Moi, je pense que ça peut être une porte d'entrée justement pour le militantisme anti-viande, en fait, parce que c'est vraiment voulu de prime abord par Morrissey. D'ailleurs, on apprendra aussi plus tard que pendant l'enregistrement, Johnny Marr est devenu végétarien. C'est qui Rourke, je crois qu'il est devenu végétarien aussi, parce que je crois qu'il y avait une histoire où il y avait tellement faim qu'un jour, sur une aire d'autoroute, il a demandé un English breakfast et donc quelqu'un lui a servi ses saucisses et son bacon avec ses œufs et Morrissey est arrivé à table et il est reparti aussitôt. Il lui a dit comment tu peux manger de la viande alors qu'on est en train d'enregistrer un truc parle de fait de ne pas maltraiter les animaux et de ne pas les consommer, quoi. Donc voilà, moi c'est plus une porte d'entrée. Il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien au Smiths et que j'ai pu côtoyer qui ont pu entrevoir une porte d'entrée de ce côté-là, parce que on est quand même en 85 et c'est toujours un sujet actuel, quoi. En 85, ils sont quand même hyper mais c'est les premiers. Ils sont hyper en avance, quoi. C'est les premiers qui en parlent, quasiment actuel, quoi. Eux, ils sont en 85. C'est les premiers qui en parlent. On peut même faire un parallèle, par exemple, avec Paul McCartney qui est végétarien aussi depuis hyper longtemps, mais qui n'en a jamais parlé dans les textes des Beatles. C'est dans les années 90 seulement qui commence à parler du fait d'être végétarien, de ne pas maltraiter les animaux, quoi. Et est-ce que, à contrario, il sait pas, Morrissey ou les Smiths se sont pas tirés une hate parce que justement ils parlaient de ce genre de choses ou quoi. Enfin voilà, c'est quand même c'est assez clivant quand même, je veux dire. Moi j'allais dire que à force d'écouter Meat is Murder, je me suis dit que du coup le morceau titre, on pouvait le lire de manière très premier degré, c'est-à-dire voilà ce que c'est l'industrie agroalimentaire qui massacre des animaux. Mais moi, à force de l'écouter, je me dis, mais est-ce que ça parle pas aussi juste de... Est-ce que c'est pas genre une espèce d'écho métaphorique à tout ce dont parle le disque, c'est-à-dire voilà, l'Angleterre sous Thatcher, ça mène à la mort d'êtres dont en fait tout le monde se fout. Et je sais pas, moi j'aime bien le lire dans ce sens-là aussi. Un peuple vu comme du bétail, en fait. Ouais, exactement. Et je crois que le morceau me touche plus dans ce sens-là, mais j'allais dire, c'est pas pour autant que je pense que c'est pas un super morceau et que c'est pas super important ce que ça veut dire de manière première. Mais je trouve ça intéressant aussi de le lire dans ce sens-là. Et du coup, j'ai un peu détourné le sujet, mais selon vous, c'est quoi la porte d'entrée pour cet album, pour des gens qui ne connaissent pas du tout et qui voudraient y prêter une oreille? Sur cet album, enfin précisément. Ouais, cet album, ouais. Ou pour découvrir les Smiths, est-ce que c'est le bon album? Ouais. Non, pour moi non. Je pense pas que. Enfin, c'est pas obligatoirement l'album que je conseillerais à quelqu'un qui n'a jamais écouté les Smiths. Bon. Moi je conseille, enfin souvent quand des gens me disent qu'est-ce que t'écoutes machin, et puis je leur dis j'aime bien les Smiths, là je connais pas machin, je m'embête pas, je leur donne les 2 best-of qui sont sortis en 92 là, qui sont super bien foutus et qui ont le mérite en fait de brasser très large sur ces 4 périodes très différentes, ces 4 albums. Et du coup, en plus, l'introduction se fait par des morceaux qu'on a cités tout à l'heure. Je pense qu'il y a Nowhere Fast ou des trucs qui restent quand même assez. Il n'y a pas Meat is Murder, par exemple. Donc il n'y a pas de Quateri, il y a The Headmaster Ritual. Enfin voilà, des morceaux qui, à mon avis, donnent la tendance ou l'idée de la texture de l'album, mais qui en même temps n'effraient pas. Moi, je pense que c'est un morceau qui peut faire peur ou qui peut exaspérer de prime abord quand t'es pas rentré dans la culture du groupe. Enfin, j'aurais presque envie de dire que c'est l'album du too much. En fait, tous les curseurs, l'écriture de Morrissey, le son, la prod, les instrumentations, tous les curseurs sont mis à 11 sur 10 sur cet album pour les Smiths. Et donc, je pense que si t'es pas un petit peu acculturé au concept global du groupe,
c'est le diabète là, c'est too much. Voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le conseillerais pas obligatoirement comme première approche. Alors nous aussi, on aime bien aussi c'est parler de, je sais pas, peut-être que vous n'en avez pas ou quoi, c'est un petit peu le vécu. Voilà, vous avez des souvenirs en particulier vis-à-vis de ce disque ou quoi dans vos petites vies personnelles, vos petites souvenirs. Moi j'ai réfléchi. Des images qui reviennent, un été, un printemps, un hiver, enfin voilà quoi. Non, moi j'ai un souvenir, mais c'est juste. J'avais rencontré quelqu'un qui me disait qui m'avait posé la question qu'est-ce que j'écoutais, et j'écoutais beaucoup les Smiths à ce moment-là. Et cette personne-là, du coup, je sais pas, quelques jours après, je l'entends qui écoute The Headmaster Ritual, sauf repris par Radiohead. Et ça, voilà. Je me suis dit, c'était pas. Je trouve cette version. Quelle idée. Toi, c'est un mauvais souvenir. Abominable. Ouais, pour moi, c'est un mauvais souvenir. Justement, je l'ai écouté hier, la reprise de Radiohead. Ça m'étonne pas de toi. Ouais. Et donc, t'as pas aimé du tout? Non. Ouais, cette reprise-là, non, mais en général, je suis pas très fan de cover, tout ça. Ouais. Ou alors, j'ai vu que t'allais dire, en fait, je suis pas très fan de Radiohead. Bah, il est aussi pas très fan de Radiohead. C'est parce qu'il est méchant. La prochaine émission porte sur Radiohead. Mais peut-être que vous allez me faire aimer. C'est parce qu'il était méchant. Non. Ça, en fait. Moi, je suis dans ta team. Pas Radiohead. Ouais. En tout cas, ouais, c'est un souvenir qui te. Ouais, et après, aussi, pas très loin de chez moi, là où j'habite, il y avait un abattoir. Et il faut savoir que une fois par semaine, j'entendais l'intro de Meat is Murder quand je m'endormais, quoi. Ah bon? Ouais, le beuglement, on dit ça, beuglement? Ah d'accord, ok, ouais. Qui arrivait dans l'abattoir, et en fait ça fait une sorte de cuvette, et du coup j'entendais ce son et ça me rappelait à chaque fois ce morceau. Voilà, donc c'est quelque chose qui marque beaucoup. C'est pas des souvenirs très... Non, mais moi, je pense que des fois on n'est pas obligatoirement obligé d'avoir des souvenirs positifs pour s'attacher à des morceaux. Puis, plus qu'un souvenir en plus, genre, c'était juste une partie sensible, constante de ton quotidien, quoi. C'est ça, ouais. Moi j'ai un souvenir, mais un peu plus gai. Moi c'est marrant, c'est très factuel. Je me souviens, si je pense à cet album, je me souviens d'une fois, on était dans une boîte de nuit à Lille au Golden Wave. Ça a fermé depuis, il faut le dire. Ça a fermé, je te parle d'un temps, que les moines d'un temps. Et il y a encore 5 ans, c'était ouvert. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Non, là, c'était au siècle dernier, je te rassure. Et ils faisaient des soirées indie de temps en temps, et on a dansé avec un pote sur Barbarism Begins at Home. Et donc forcément ça m'a marqué. On dansait sur la piste et Morrissey dit plusieurs fois crack on the head, donc en gros une tarte dans ta gueule, et lui il faisait des grands gestes comme ça et il m'a mis une tarte, voilà, et il m'a pété le nez. Fini aux urgences. Voilà, donc ça c'est mon anecdote sur Meat is Murder, qui m'a marqué à vie dans mon cœur et dans mon corps aussi. Voilà, donc Barbarism pour moi sera toujours, au-delà du message qu'il véhicule, etc., et du côté merveilleux du morceau, c'est une tarte dans ta gueule au sens propre, que j'ai prise. Voilà, c'était ma petite anecdote sur Meat is Murder. Moi, je dirais que Barbarism Begins at Home, c'est mon moment de danse préféré aux soirées paniques, quand ça passe. Parce que j'aime vraiment énormément ce morceau. Et le fait que ça dure 7 minutes, c'est 7 minutes de Smith à la bulle. Donc j'aime bien. Et toi, Marquand ? Et du coup... T'as un souvenir J'ai pas de souvenir, moi. T'as pas de souvenir du tout, mais non, parce que j'ai pas vécu en fait avec ces. Tu vois, moi je l'ai écouté là, je l'ai réécouté tout récemment, quoi, en fait, tu vois, pour faire le. Mais donc c'était quand la dernière fois que tu l'avais écouté avant ça ? Non, mais vraiment, moi j'ai pas de. J'ai pas du tout de. J'ai pas beaucoup de vécu. Tu préfères Radiohead, quoi. Je préfère Radiohead. Mais ça, faudra pas le mettre. J'ai bugué quand tu m'as dit ça parce que je pensais que tu savais en fait que j'allais pas en avoir, quoi, en fait, tu vois. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce vers quoi vous amenez ce disque, vers d'autres groupes, vers d'autres formes d'expression artistique, vers autre chose. Voilà, souvent ça se passe comme ça, c'est une histoire de passerelle aussi entre chaque œuvre ou quoi. Pour vous, Meat is Murder, ça
vers quoi ça vous a mené, tant si bien que ça vous a mené quelque part, quoi, en tout cas. Bah ouais, enfin, peut-être même parler des Smiths en général. Bon, Meat is Murder, certes, mais après, ce qui est super intéressant, et ça rejoint plein de thématiques qu'on a déjà évoquées, et notamment l'imagerie Smith, c'est que forcément, il y a des groupes après qui sont revendiqués des Smiths. Enfin, dans les années 90, où on commence à avoir une presse beaucoup plus développée, où il y a plein de groupes de Britpop, notamment Actu Adult, je crois, qui sont apparus. Tous se revendiquaient des Smiths. Enfin, voilà. Donc forcément, il y a un lien. Il y a un lien dans les années qui ont suivi. Mais du coup, moi, ce qui a été personnellement intéressant pour moi, c'est que par tout ce que Morrissey véhiculait dans ses textes, dans son imagerie, ses pochettes, etc., tu as aussi un lien avec le passé, et ça m'a ouvert, moi, sur plein d'autres trucs musicaux que j'aurais pas obligatoirement écouté, les Sandy Shaw, les New York Dolls ou autres. Enfin voilà, il y a tout un univers musical très éclectique, en plus, c'est ça qui est quand même super intéressant, qui s'est développé autour de ce groupe, en fait. Enfin, c'est pas un groupe qui a vécu uniquement pour lui, mais qui a diffusé au-delà même de ce que lui était capable de proposer. Et ça, c'est très fort, je trouve. Et même encore actuellement, enfin on l'a encore vu au concert de Morrissey à Manchester, c'est avant que Morrissey débute son set, il diffuse des vidéos, des morceaux. Et moi personnellement, il y a des trucs là que j'ai creusé, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas du tout. Bon, certes, il y a passé du Stinky Toys et tout, du coup j'ai réécouté les Stinky Toys, mais il y a des trucs que j'ai découvert, par exemple c'est Divine, que je connaissais pas du tout, et moi ça m'a permis de creuser d'autres aspects. Et donc Morrissey véhicule toujours des choses pour son public, quoi. Je trouve ça intéressant. Mais en fait, c'était des clips qui passaient, des clips d'autres morceaux ? Ouais, des clips ou des lives, ou alors des extraits de films un peu en boucle où il y a une bande-son par-dessus. Mais pendant le concert ou... Juste avant. Avant. Entre la première partie et son entrée sur scène, en fait, tu as une demi-heure de vidéos où il repasse un peu en revue toutes ces icônes, en fait. Voilà, t'as les Ramones, t'as Divine, il y avait qui, il y avait je sais plus trop sur cette session là, mais il y a beaucoup de soul aussi, hein. Ouais, donc en fait c'est hyper, c'est vrai que c'est très enrichissant, quoi. Les Stinky Toys, en effet, c'était assez rigolo, et voilà, donc c'est vrai que il y a ce côté passeur. Après, bon, dans les groupes actuels, il y en a plein qui se sont revendiqués, même dans les années 2000. Est-ce que tu pourrais nous citer, on va dire, 2-3 artistes ou groupes, voilà, qui auraient super bien digéré, on va dire, l'héritage des Smiths, et puis que tu conseillerais, quoi. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont revendiqués des Smiths, qu'il faut pas écouter. J'imagine qu'il y en a plein, mais il y en a peut-être certains qu'il faut écouter, peut-être, où tu ressens une certaine influence ou... Pour moi, c'est difficile à dire, parce que ils sont tellement uniques, je trouve. Ouais. C'est vraiment dans la est-ce qu'on est dans la comparaison, c'est-à-dire est-ce qu'on conseille des groupes qui ont un peu plagié l'esprit Smith, etc., ou c'est pas si évident que ça. Puis j'allais dire, tu vois, souvent les groupes qu'on considère comme étant des héritiers des Smiths, souvent ce sont juste des groupes qui imitent le jeu de Johnny Marr. Qui sont clairs, machin. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, des fois, c'est bien fait. Enfin, moi, je me souviens d'un groupe qui s'appelait Northern Portrait. Je sais pas si vous avez connu ce truc, il y a une quinzaine d'années, où c'était quasiment du plagiat Smith. Enfin, même la voix, un peu. Mais bon, c'était pas mal foutu, mais bon, tu retrouves pas cette magie. Après, moi, je trouve le son drums, à un moment donné, ah oui, carrément, je trouvais qu'il y avait un truc, enfin voilà, il y avait un côté jungle pop très assumé, enfin voilà, et moi j'y trouvais quelques similitudes sans vouloir non plus plagier. Je pense qu'il y a une influence certaine, mais que je trouvais là complètement digérée, parce que ça avait son identité propre. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est quand le groupe parvient quand même à conserver son identité, quoi. Ouais, avec un Johnny Pierce qui pourrait être un alter ego moderne de Morrissey, mais dans une manière tout aussi un peu quirky et démonstrative de se représenter, mais pas pareil. C'est vrai, ouais, tout à fait.
Ouais, là, moi, à la limite, peut-être les drums, ouais. Allez, comme ça, ouais, à chaud. Moi, je pensais aux drums en premier, avant que tu le dises, donc je te rejoins aussi. Du coup, voilà, pour presque terminer sur Meat is Murder, voilà, est-ce que vous l'aurez écouté régulièrement ou finalement plus du tout, bien comme dit Eric, voilà, c'est un disque qu'on a là et puis qui quelque part est toujours en nous et qu'on n'a pas besoin de... Moi, j'avoue que j'écoute plus trop les Smiths, enfin, en tout cas, bien moins régulièrement que quand j'étais adolescente. Mais là, je l'ai réécouté 4-5 fois avant de venir parler. Et c'est un super album quand même. Hein. mais en effet, moi aussi, je pense que c'est un album qui reste là et en fait, dont je connais les mélodies par cœur, dont je connais les paroles aussi quasiment par cœur. Donc en fait, il suffit que j'y pense et ça me revient dans la tête et j'ai pas forcément besoin de l'écouter. Ouais. Alors, Eric, on est arrivé... On entendait. Ouais, je vous ai mis dans l'ambiance. Ouais, mais alors moi, juste un truc qui est assez rigolo, c'est que moi, pareil, ce que je disais tout à l'heure, j'écoute quasi plus. Enfin, en tout cas, un album complet, ça m'arrive très rarement. De temps en temps, je pioche un morceau à droite, à gauche. Enfin, voilà. Mais par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que souvent, quand des gens viennent à la maison, et je leur dis, j'aime bien dire, mettez un disque, enfin, voilà, et pas toi Joe, parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais souvent quand les gens viennent, enfin très souvent, alors est-ce que c'est par volonté de pas me décevoir ou parce qu'ils voient qu'il y a quelques photos, quelques cadres, machin, ils mettent systématiquement un disque des Smiths. Donc en fait j'écoute les Smiths quand j'ai envie d'écouter les Smiths, en fait j'invite des gens chez moi. Voilà, comme ça ils le mettent pour moi. Mais ouais, non, mais ça fait partie, je crois que mais ça, je pense que c'est un dénominateur commun chez beaucoup de fans des Smiths, c'est que je pense que ça fait partie de l'ADN. J'allais te demander si du coup ces gens étaient fans des Smiths ou... Pas obligatoirement, mais je pense qu'il y a une volonté de dire bon, on lui fera plaisir, enfin tu vois, on est sûr de pas se gourer, j'en sais rien. Ouais. Mais c'est assez rigolo, ouais. Mais après, je pense qu'il y a une ADN Smith, les gens l'ont en eux. Ouais. Mais c'est rigolo, t'as tellement de disques en fait. Je comprends le geste, mais en même temps, si t'as acheté tous les disques que t'as, c'est aussi que, peu importe ce que les gens choisissent. Possibilities, comme disaient les Pastels, et puis finalement... Oui, c'est ça. Mais tu vois, peu importe ce que les gens choisissent, de toute façon, tu les as achetés, donc normalement, tu n'as rien contre le fait qu'on mette le disque sur ta platine. C'est vrai. Bon, en tout cas, voilà, on l'aura bien compris voilà, en écoutant, c'est que pour vous, voilà, Meat is Murder, c'est le... Voilà, c'est le grand disque des Smiths. Voilà, après, il y a eu d'autres albums et pas des moindres. Voilà, comment on peut parler de la suite des Smiths après Meat is Murder, du coup. Après, pour moi, je trouve moins d'identité. En fait, ce que je retrouve dans Meat is Murder, c'est l'identité. En fait, c'est un album hyper homogène. Je trouve moins d'identité dans The Queen is Dead. Pour moi, c'est comme un best-of The Queen is Dead. Enfin, tout est merveilleusement bien, tout est bien en place. Peut-être que tout est trop bien en place. Je sais pas comment je le ressens, mais je sens plus déjà cette hargne qui pouvait les habiter sur Meat is Murder. Je dirais qu'il commence quand même par un morceau qui se voudrait violent. The Queen is Dead, mais du coup on est dans une prod complètement différente. Je trouve qu'il rend le morceau finalement pas du tout violent. Enfin, il est assez Mickey Way, quoi. Enfin, pour moi, je dis morceau Mickey Way, ça veut dire un peu dur au-dessus, mais hyper tendre à l'intérieur. Enfin, tu vois, comme un Mickey Way, quoi. Et en fait, je trouve tout cet album un peu Mickey Way. Enfin, tu vois, il se veut. Alors après, Morrissey, enfin, pour moi, il est encore. Je pense qu'il est encore plus au summum de sa qualité d'écriture sur The Queen is Dead. Je pense que, enfin, Cemetery Gates que tu citais tout à l'heure, par exemple, enfin. Never Had No One Ever dans le genre, enfin voilà. Après, il reprend des thèmes aussi plus personnels, enfin, alors que finalement, je trouve que Meat is Murder est moins un album personnel. C'est un album plus engagé, plus politique, où d'ailleurs il parle pas beaucoup de lui à la première personne. Dans Meat is Murder, il emploie beaucoup la troisième personne. Tandis que là, il revient à quelque chose de plus personnel, qui ramène un peu plus aux thématiques liées au premier album. Enfin voilà, donc... non mais ça, pour 90% des gens, The Queen is Dead sera le chef-d'œuvre des Smiths, et j'arrive à comprendre pourquoi, en fait, parce que oui, je pense que c'est quoi, comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte de best-of, mais je trouve moins identité. J'aime pas le mot identitaire, mais, enfin, bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, il a moins d'identité propre. Enfin, je trouve que ne peut avoir Meat is Murder. Chloé.
Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Moi, je suis complètement d'accord. C'est un peu brouillon, mais enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Oh, j'ai pas trouvé ça brouillon. Et puis, musicalement, je trouve que en fait, c'est bête, mais je trouve que les singles sur The Queen is Dead sont absolument incroyables, mais en effet, dans son homogénéité, je trouve que c'est un moins bon disque, quoi. En termes de qualité d'écriture des morceaux, de songwriting, je trouve que Meat is Murder est un bien meilleur disque. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que, en effet, Morrissey parle beaucoup moins de lui à la première personne sur Meat is Murder. Mais en même temps, on sait très bien aussi que tous les morceaux parlent de Morrissey quand même. Enfin, oui, c'est vraiment... mais ouais, il y a une qualité de storytelling sur Meat is Murder qui est à son apogée là, je pense. D'accord. Toi, Joe, apparemment, t'as une autre C'est préférence. le dernier. Voilà. Ouais, et le dernier, il y a un truc qui fait sens dans ma tête maintenant, c'est que le dernier me procure une espèce de... Pour moi, c'est une espèce de best-of des Smiths, parce qu'il y a le son des Smiths, mais en même temps, c'est tourné vers des prods qui vont être un peu déterminantes pour la carrière de Morrissey en solo, mais pour moi, c'est un best-of de Phase B, en fait. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais il y a des sons un peu moins évidents, mais j'adore écouter cet album en boucle parce que il me procure des choses. Ça me rappelle aussi bien les 3 premiers, mais en même temps, c'est une espèce de totem entre les Smiths et la carrière de Morrissey, quoi. Voilà. Ouais, après, je pense que c'est aussi l'album le plus original au sens propre du terme, dans le sens où c'est celui où Morrissey a un petit peu plus lâché la bride à Johnny Marr, en fait, en lui disant bon, de toute façon, enfin, je pense qu'ils ont enregistré l'album, ils savaient qu'ils allaient se séparer, donc c'est l'album sur lequel il a fait le plus de concessions, en fait, donc je pense que Johnny Marr aussi a pu se lâcher un peu. Il y a même des petites points de soul sur cet album, il y a des petits décalages qui sortent finalement du carcan Britpop au sens propre, quoi. Et pour ça, ouais, cet album est quand même assez intéressant, mais du coup moi je le trouve assez frustrant parce que je me dis putain, on entrevoit toutes les dimensions, enfin vers quoi ils auraient pu aller encore plus loin derrière, et du coup tu te dis ça, il me laisse un goût d'inachevé presque, enfin voilà, mais je comprends ce que tu veux dire, mais justement, enfin t'as effleuré juste à travers ce dernier album, t'as effleuré juste le sujet. Voilà, les Smiths, aussi l'histoire d'une rupture après entre Morrissey et Johnny Marr. C'est quoi le fin mot de cette histoire? Qu'est-ce que... je pense qu'on ne le saura jamais, hein. Enfin, véritablement. Moi, ils sont un petit peu relancé le truc en disant c'est lui qui machin, c'est moi qui bidule, à coup de messages et d'interviews interposés. Après, moi, je pense sincèrement que les Smiths ont été pour Johnny Marr 4 années de frustration total, indépendamment du talent qu'il a. Le mec vient de la funk, hein, quand même. Enfin, il avait un groupe funk avant d'intégrer les Smiths. Toutes ces collaborations diverses et variées qu'il a pu faire pendant les Smiths ou même après montrent que de toute façon son truc c'était de partir dans... Je pense que c'est un musicien accompli, enfin vraiment complet, qui finalement se sentait peut-être un peu trop enfermé dans le format pop que voulait lui assigner Morrissey. Donc après, ce qui est chouette, je trouve, dans cette histoire, c'est que ce groupe a vécu très peu de temps. Enfin, il y a un côté très ovniesque, très dense, parce qu'ils ont une discographie quand même pléthorique. Ils ont la discographie d'un groupe qui a vécu 10 ans. Ils sortaient 8 singles par an, 4 albums, il y a eu 2 compiles, un live, enfin, il y a eu 7 albums en fait en 4 ans. Enfin, c'est complètement... C'était du rythme des Beatles à leurs premières années, et je pense que ça s'est pas revu depuis, sincèrement. Et puis, ben voilà... Meat is Murder, M-Y-T-H-E, quoi. Enfin, je veux dire, le groupe reste mythique parce que ils n'ont jamais succombé non plus à l'idée de se reformer, ce qui est pour moi de toute façon je prie ça n'arrive jamais, pour que ça n'arrive jamais. Parce que même si je les ai jamais vus et que voilà, je pense qu'ils peuvent se targuer d'être devenus un mythe. En fait, ce groupe est un mythe et ce serait beau, je trouve, qu'il le demeure ad vitam aeternam. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Bande de Pop.
Merci d'avoir pris le temps de l'écouter et de vous replonger avec nous dans cet album. On espère que vous avez aimé cette discussion et qu'elle vous a donné envie de réécouter l'album ou de le découvrir autrement. Merci à toute la bande d'avoir partagé leur ressenti et à vous de nous écouter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre une note ou un petit commentaire, ça nous aiderait vraiment à le faire découvrir. On revient très vite avec un nouvel épisode et un nouveau disque à explorer ensemble. À très vite dans Bande de Pop. Au revoir. Salut. Ciao.